dernière conférence donc, de l'année. Il y a eu un petit problème festival et on excuse une tempête de neige, puis maladie. Enfin, écoutez, on est très, très heureux donc, de recevoir ce soir le professeur Georges Azaria. Donc, d'autant plus pour nous entretenir de l'intelligence artificielle. Et ce matin, dans le devoir, j'ai lu la première. Donc, c'est vraiment en lien avec la thématique de ce soir. Donc, on nous parle de la musique qui s'appelle au dérive de l'IA. Et donc, c'est intéressant, on nous dit qu'en fait, aux États-Unis, 75 000 paquetages seulement pour le label Sony Music. Puis, on parle évidemment des géants du web avec la dérégulation. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, prendre quelques questions à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais limiter 2-3 lignes sur le long CV de mon collègue. Il m'a fait jurer de ne pas m'étendre là-dessus. Donc, Georges Azaria est professeur, donc et directeur donc, de l'École d'art à la Faculté d'aménagement, d'architecture et de design de l'Université Laval. Il était, donc depuis 2017, précédemment, il était professeur ici à la Faculté de droit de l'Université Laval, où il enseignait donc le droit de la propriété intellectuelle et la méthodologie. Donc, Georges, un très long sujet. C'est parfait. Merci. C'est vraiment gentil. Donc, je vous laisse avec. Super, merci beaucoup. Merci, Charlène. Merci pour l'invitation. Oui, je fais partie des reports à cause de la tempête. C'est pas en février, il me semble qu'on devait se voir, puis c'est la journée de l'université pour de neige. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là. Puis on m'a dit qu'il est 5 heures, donc vers 6 heures, il fallait avoir terminé. Donc, je vais parler pendant peut-être 30-35 minutes, je ne sais pas trop, puis on prendra le temps d'échanger. On va échanger sur des questions. Enfin, moi, ma présentation est beaucoup plus générale, puis peut-être qu'on ira selon vos questions dans des choses qui sont plus spécifiques. Ce qui m'intéresse donc aujourd'hui, c'est de parler au fond de l'histoire du droit et des technologies. C'est d'abord, en fait, survoler ça, comment les technologies ont intéressé le droit, et plus particulièrement le droit d'auteur, donc qui est vraiment le sujet plus principal de la présentation, et comment, au fond, certaines normes sont redéfinies aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Donc, comment l'intelligence artificielle, si on veut le définir comme ça, est presque en train de jouer le rôle d'un législateur. Et c'est ça que je trouve intéressant, important et ou inquiétant. Enfin, on peut se situer à divers niveaux sur cette échelle-là. Mais certainement, il y a des effets sur le monde de l'art, sur le monde de la culture qui sont ressentis donc, par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Puis, en février dernier, au moment où j'aurais dû être ici, il se tenait à Paris un sommet sur l'intelligence artificielle. Et c'est assez intéressant parce que les positions qui étaient campées à ce moment-là résument aussi un peu le propos d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des représentants américains et je dirais britanniques qui plaident pour une très, très grande déréglementation de l'intelligence artificielle, donc le moins de règles possibles. Donc, on peut comprendre, puis on verra tout à l'heure comment ça peut s'inscrire dans une certaine idéologie du numérique et de l'Internet. Et d'autre côté, il y avait tout un autre pan qui était présent donc à Paris à ce moment-là, qui plaidait au contraire pour une régulation, et notamment les auteurs, les artistes qui disaient qu'il faut une IA éthique, et une IA éthique, une IA qui va chercher le consentement et qui va rémunérer les auteurs. Donc, on voyait bien, c'est un peu caricatural, mais en même temps, c'est ce qui sortait dans les manchettes des journaux, cette espèce d'opposition-là. Et donc, j'ai un plan quand même. Ça, c'est ce qu'on va voir, en gros. Donc, on va parler de droit de technologie. On va, après ça, avoir une section sur le droit d'auteur. Il va peut-être vous intéresser ou pas, là, en fait, si je vois que ce qui vous intéresse, moi, j'irai un peu plus vite. Mais je trouve que là, c'est un peu l'exemple de ce qui est en train de se passer. Donc, j'exemple ça avec le droit d'auteur, puis ensuite les conséquences, je dirais, plus générales sur art et culture. Et je dirais que le postulat de la présentation, c'est que l'IA, donc l'intelligence artificielle, est une technologie qui est en rupture, mais en rupture profonde avec les technologies qu'on connaissait avant. Donc, c'est pas juste du numérique ou de l'Internet, mais ça va beaucoup plus loin que ça, et qu'on a de la difficulté à mesurer les effets de l'IA. Et je dis ça pour d'emblée nuancer ce que je vais dire. Peut-être que je me trompe dans ce que je vais vous dire, mais peut-être qu'un peu tout le monde se trompe aussi, parce qu'on est vraiment en train d'anticiper ce que ça peut donner
et c'est très difficile de le faire. Et en droit, on a toujours cette tendance-là de dire qu'il va arriver quelque chose sans qu'on ait trop de sources pour l'attester, mais c'est toujours tentant de faire ça. Donc, je vais aussi le faire, sachant que peut-être que je me trompe ce faisant, mais mon postulat est quand même que c'est donc difficile de mesurer les effets. Alors, droit et technologie, d'abord, aperçu historique, puis des enjeux de régulation. Donc, quand je parlais de régulation, c'est vraiment la façon qu'on va définir la norme. La régulation, je l'entends dans ce sens-là. Alors, aperçu historique, essentiellement pour dire, se demander comment le droit a accompagné les développements technologiques. Et si on retourne dans l'histoire, on peut s'arrêter, puis là, je fais l'histoire occidentale, et j'en suis bien conscient, c'est pour ça que je le nomme, mais on peut penser que les premières législations sur le brevet, quelque part dans l'Europe du 15e siècle, suite à l'essor de certaines inventions, qu'on pense ici au moulin à vent, au système de canalisation de l'eau, etc. Donc, il y a eu des brevets qui ont été accordés à ces inventions-là. Et l'idée, quand on regarde ce qui se disait à l'époque et pourquoi, tout d'un coup, un législateur s'intéresse à réglementer et à donner un monopole d'exploitation, l'idée était d'appuyer juridiquement l'activité inventive parce qu'on disait qu'elle est socialement utile. Et ça, c'est quand même assez important, cette idée d'être socialement utile, ou en tout cas susceptible d'une forme d'application, parce que c'est pour ça qu'on a donné ces monopoles d'exploitation. Il y a, petite parenthèse, pour avoir un brevet, il faut que notre invention soit nouvelle, ingénieuse, à un certain degré d'ingéniosité, et qu'elle soit susceptible d'application industrielle et ou utile socialement. Enfin, il y a une espèce de débat à savoir quel est le critère, mais ce troisième critère-là, il est autour du fait que la société va profiter de l'invention. Si on invente quelque chose qui peut être donc nouveau, ingénieux, mais on pense que la société n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un monopole d'exploitation parce que c'est pas utile, ben, on n'accordera pas de brevet. Et donc, là, il y a une réflexion intéressante, peut-être qu'on ne creuse pas encore assez, mais pourquoi, à ce moment-là, est-ce qu'on commence est-ce que le droit commence à vouloir protéger des inventions? Il y a, à mon avis, si on veut faire de la recherche sur la question, il y a certainement là quelque chose à creuser. Donc, encourager le progrès, on fait ce qu'on appelle le progrès, puis déjà là, c'est déjà un postulat, il faut encourager le progrès. On pourrait aussi discuter de ça, comme je disais, c'est très occidental au fond, tout ça, mais c'est un moment fondateur du rapport entre droit et technologie, même si le moulin à vent n'est pas une technologie hyper poussée, mais quand même, pour l'époque, il y avait quelque chose de la technologie. Et l'arrivée de l'invention, puis là, si on se replonge dans le droit d'auteur, l'arrivée de l'invention subséquente, puis on peut penser à la radio, à l'enregistreur à cassette, à l'Internet, à l'imprimante 3D, tout ça est arrivé et à chaque fois, le droit d'auteur a dit on va aménager une place pour ces inventions-là dans notre régime du droit d'auteur. On va non pas remettre en question la technologie, mais on voit bien qu'elle existe, on va plutôt voir comment, dans ce qu'on a déjà comme législation, on est capable donc, qu'est-ce qu'on veut aménager comme place. Et le plus souvent, quand on relit ces histoires-là, on se rend compte que ça n'a pas toujours été au bénéfice des auteurs. Enfin, il y a là aussi une autre histoire à écrire, ou enfin, une autre conférence à faire éventuellement sur comment les technologies souvent se développent au détriment des auteurs. Donc, on les a quand même intégrés à chaque fois et ça a joué sur des notions importantes en droit d'auteur qui sont des notions d'autorisation et de rémunération. Des fois, on a dit, la technologie arrive, on peut penser à la cassette à ruban qui, à partir des années 60, servait de faire des copies de musique, qui est un support qui n'existe à peu près plus, en fait, qui n'est plus sur le marché du tout, mais on s'est dit, on peut peut-être plus autoriser, mais on va quand même mettre en place un mécanisme de rémunération. Puis on a quand même à chaque fois essayé parfois de sauver les fondements du droit d'auteur, mais toujours un peu difficilement, puis on pourrait donc faire une histoire où on démontre que à chaque fois, c'est, comme je disais, un peu au détriment de l'auteur que ces technologies vont finir par s'imposer. Et donc, on se rend compte que les technologies, puis pas juste en droit d'auteur, vont, je dirais, arriver ou s'imposer sans débat sur leur légitimité. Et ça, c'est quand même important en termes de régulation, puis on reviendra tout à l'heure, comment la technologie arrive et il n'y a pas de débat. Alors que socialement, il y a plein de débats, puis on le sait, on en voit constamment dans les journaux, on veut dire sur la peine de mort, sur l'avortement, sur le mariage des conjoints de même sexe, etc. C'est tous les mouvements sociaux qui ne passent pas la porte du législateur sans qu'il y ait eu un débat sur la légitimité de la chose. Alors que la technologie, c'est comme si elle rentrait par une autre porte, et elle disait je suis légitime, j'existe, et maintenant, débrouillez-vous avec le fait que je suis là. C'est quand même intéressant, ça, en termes de, je dirais, de régulation. Puis on n'a pas
expressément demandé qu'il y ait des innovations technologiques. C'est-à-dire qu'il y a une industrie qui se développe, puis qui dit, voilà, j'existe et vous pouvez donc faites-moi une place ou en fait, sinon j'en prends une. Et donc, premier constat, c'est que le droit, là, je dis le droit, c'est peut-être un peu grossier, mais quand même, j'utilise le mot droit, le droit est un peu subjugué par les technologies, ou en fait, certainement, on peut faire la démonstration que le droit est technophile. Donc, le droit adore les technologies et le droit, donc, les intègre. Il va, dans un deuxième temps, chercher à préserver certaines des institutions de base, parfois la question du consentement, mais certainement celle de vie privée, celle de l'absence de discrimination. Puis on le voit, on l'a vu avec le projet de loi qu'il y a eu au fédéral il y a 3 ans, C-27, où, au fond, on essayait de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination, il faut protéger la vie privée, mais c'est comme si on se rabat sur, à la fin, ce qui nous reste, ce qu'on veut protéger, parce qu'on a un peu, où on se rend compte qu'on n'est pas capable de réguler tout le reste. Et donc, et tout ça, donc, se comprend aussi dans une histoire très occidentale qui est dans la mouvance d'une philosophie du 18e siècle où on cherche à dominer la nature. Donc, ça, c'est encore une autre histoire à raconter que vous connaissez peut-être, mais donc, comment toutes les sortes de 18e puis les sortes d'industrialisation ont quand même des postulats du fait que la nature est quelque chose qu'on peut posséder, qu'on peut dominer, puis on voit évidemment tous les discours qui nous montrent la limite de ça aujourd'hui, mais il y a ça aussi, donc dominer la nature, ça veut aussi dire avoir des technologies, ça veut aussi dire aller dans le sens de certains progrès, etc. Bref, c'est l'espèce de toile de fond qui existe avec l'idée que la technologie n'apporte que du bien. Peut-être que j'exagère en le disant, mais c'est cette idée-là que ce progrès-là ne peut être que bénéfique pour le genre humain. Et l'IA, donc, va fasciner parce qu'elle fait plus vite, elle fait, dans bien des cas, mieux. En tout cas, on peut se poser la question. Et elle triomphe presque toujours. Il y a très peu de contre-exemples où le droit a cherché à limiter un essor technologique. On peut penser au clonage humain, où là, on a dit, pour des raisons éthiques, seul le clonage, on ne peut pas aller là. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais en tout cas, certainement, c'est interdit. Mais le reste des exemples qu'on a de technologie à chaque fois, c'est le droit qui décide d'aller dans ce sens-là. Et il y a toujours cette idée de est-ce que le droit arrive trop tard? C'est quelque chose qu'on entend souvent, le droit arrive toujours dans un deuxième temps. Et avec la technologie, oui, on pourrait dire que le droit arrive trop tard, mais c'est surtout que la technologie prend la place et la technologie, elle est indélogeable. En fait, c'est plutôt ça. C'est qu'une fois qu'elle est installée, il faut vivre avec. Et je dirais, c'est peut-être ça le défi ou en termes de régulation. Donc, la deuxième partie, enjeu de régulation, c'est comment le droit peut réguler l'IA, considérant qu'il y a un public qui est toujours plus adepte de technologie. Et donc, comment, avec ce vent de face, il est possible de faire ce type de régulation, sachant, comme je le disais au tout départ, qu'il est très difficile encore de mesurer les effets. Donc, comment est-ce que le droit peut faire pour dire, ça on le permet, ça on ne le permet pas, avec le postulat que ce n'est pas clair, donc ce qui va en sortir de l'autre côté. Et l'IA, puis c'est ce que je disais dans les premières phrases, l'IA est pour moi en tout cas un nouveau type de technologie. Évidemment, je ne suis pas le seul à le dire, c'est ce qu'on dit en général sur l'IA, qui n'est pas la suite conceptuelle de l'imprimerie, par exemple, de l'électricité ou de l'Internet, etc. L'IA est une technologie qui est à ce point différente qu'on ne peut pas avoir les mêmes a priori que les précédentes pour la réfléchir, parce que c'est davantage qu'un outil ou un moyen de communication, mais c'est quelque chose qui s'apparente beaucoup plus à une main. Donc, c'est quelque chose qui fait, ou à un cerveau, donc quelque chose qui réfléchit. Alors que l'imprimerie, l'électricité, Internet ne réfléchissait pas, en fait, pas de la façon que l'IA veut le faire. Donc, c'est une technologie qui arrive avec un contenu qui a des incidences sur le droit. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, en fait, que l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la place de l'humain. Et donc, prendre la place de l'humain, ça a beaucoup de conséquences. Si on délègue nos décisions à l'IA, qu'est-ce qui se passe? Oui, la décision est peut-être intéressante, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? À la fois sur le plan juridique et même sur le plan de la vie de tous les jours. Bien sûr, on va moins se perdre si on écoute un GPS, mais peut-être qu'on perd aussi le sens d'orientation, et etc., etc. Il y a plusieurs conséquences aussi. On peut réfléchir autour de ça. Et parce que l'IA, c'est davantage que des technologies numériques qui essentiellement faisaient de la collecte de données, faisaient de l'indexation de données, etc. C'est le numérique qui faisait ça, puis il le faisait très bien. Et l'IA, donc, va beaucoup plus loin. Et parenthèse,
enfin, je dirais, il y a une 25 ans, on va dire fin 25e siècle, il y a des futurologues qui disaient ou qui prédisaient que dans une centaine d'années, donc 75 ans aujourd'hui à peu près, ou encore à la fin du 13e siècle, qu'il y aurait à peu près plus de différence entre l'humain et la machine. Et on appelle ça une machine parce que IA n'était pas dans le vocabulaire. Et quand on disait ça, c'était ces futurologues-là qui cherchaient à provoquer. Comme je dis, ne réfléchissez pas dans le champ de l'intelligence artificielle, mais dans leur esprit, il y aurait, chez les humains, on aurait peut-être des implants. Donc, c'est un peu l'humain qui est plus proche du robot, si on veut. On aurait des implants, déjà, il y avait le pacemaker, mais on aurait des implants dans le cerveau, on aurait des poumons en plastique, puis on aurait des appareils qui nous permettraient d'avoir une certaine vie autonome et qui nous permettraient de prolonger notre vie. Et de l'autre côté, il y aurait des machines qui auraient des composantes vivantes. Donc, à la fois, la machine se développe pour ressembler à l'humain et l'humain se transforme pour ressembler à la machine, puis on retrouve une espèce d'hybridation entre les deux. Et c'est comme ça, une certaine science-fiction, mais je dirais surtout certains penseurs plus politiques, avaient cette impression-là. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on dirait que ces gens-là ont eu raison, ou vont avoir raison, sans qu'il y ait d'intervention physique sur nous. C'est-à-dire qu'on va finir par ressembler à des machines sans même qu'on ait besoin d'avoir des implants, tout simplement parce que l'IA prend notre place et on a vieilli à l'IA. En tout cas, c'est ma thèse un peu plus provocatrice, mais évidemment, je ne suis pas le seul à dire ça, mais il y a quelque chose là d'intéressant et d'important, je trouve, à réfléchir. Et pour la régulation, l'autre chose qu'il y a à dire, c'est que l'IA s'inscrit dans un courant, dans le courant de l'Internet, au fond, en termes de régulation, et de ce qu'on a appelé la disruption. La disruption, qui n'est pas une super bonne traduction, mais c'est le terme qu'on utilise, là, qui vient de disruption en anglais, donc qui est tenté d'être en rupture, si on veut. Le secteur des technologies aux États-Unis, essentiellement, est un grand adepte de la disruption, c'est-à-dire on fonce, on met de l'avant une technologie, sachant que juridiquement, il y a des problèmes avec ce qu'on fait. Mais on le fait quand même. Il y a une série de conseillers et conseillères juridiques qui nous disent on va se faire poursuivre. Et justement, on le fait. Le président de Google disait en 2010 Google is disruptive by design. C'est-à-dire, c'est ça notre essence, c'est d'être disruptif. Et il disait on essaie de faire des choses et quand on fait des choses, c'est normal d'être poursuivi. Et il allait même jusqu'à dire que c'est notre indice, en fait, d'innovation. L'indice d'innovation, c'est qu'on se fait poursuivre. Donc, ça veut dire que ça dérange, ça veut dire que vraiment, on est en train de faire quelque chose de nouveau puisqu'on nous poursuit. Alors, vous voyez, le rapport au droit est très différent. C'est-à-dire, on aurait tendance, dans une faculté de droit, à conseiller à Google, écoutez, vous allez vous faire poursuivre, on vous suggère de ne pas le faire. Alors qu'ils vont dire, si on se fait poursuivre, c'est signe qu'on fait quelque chose d'intéressant sur le plan technologique. Donc, on pense. Vous voyez, il y a cette idéologie-là, c'est comme ça qu'ils ont pensé. Puis je pourrais vous donner des exemples après de à la fois Google Books, c'est Google Street View et Google Images, comment on font quand ces technologies-là ont été lancées. Si on posait la question dans un examen de droit à l'époque, est-ce que Google a le droit de faire ça? En corriger la réponse, en principe, c'est non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et ils le font et ça finit par fonctionner. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. Mark Zuckerberg qui disait Move fast and break things. C'est précisément la même idée. On bouge, la vie privée, on regardera ça après. On a un produit qui est intéressant, puis on verra après, on ramassera les défauts cassés, mais il faut d'abord que notre technologie, nos services puissent s'implanter. Et donc, tout ce libéralisme, je dirais, de l'Internet a toujours donc prôné cette grande liberté au détriment de la régulation. Donc, quand je vous disais au début, à Paris en février, il y avait le lobby américain qui était présent qui disait qu'il ne faut pas réguler. Je veux dire, et c'est évident qu'ils vont dire ça, puisque c'est ce qu'ils disent, en fait, depuis 15-20 ans, ne régulez pas, laissez-nous innover, c'est important d'innover, etc. Donc, on a vraiment ce vent de face, en tout cas, pour les tenants de la régulation, il y a clairement donc ce vent de face qui est là, avec l'idée qu'à la fin, l'IA va fabriquer du droit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'IA n'est pas en soi une norme juridique. On ne peut pas dire l'IA est une norme, mais ce qu'elle finit par faire influence des comportements qui eux-mêmes donc auront éventuellement des incidences juridiques. Puis un de ceux qui a dit ça le premier, 1999, Lawrence Lessig, il disait Code is law. Quand il dit Code is law, c'est vraiment la séparation entre le monde virtuel et le monde physique. Et dire, dans le monde virtuel, c'est le code qui définit c'est quoi le droit.
Si vous rentrez dans ce monde-là, c'est plus le monde physique et il y a un autre type de régulation. Ben, c'est assez prophétique au fond parce que ça fait 26 ans maintenant qu'on voit bien que Lawrence Lessig avait raison en disant ça. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on ne donne pas aux algorithmes une espèce de pouvoir de gouverner? Puis je vous donne, on le voit, puis je donnerai des exemples avec le droit d'auteur dans un instant, mais puis j'en parlais tout à l'heure, il y a maintenant des logiciels qui sur des tablettes, permettent d'enregistrer une séance d'un tribunal et à la fin, je veux dire, le logiciel, il a écouté ce qui s'est passé dans les 3 heures, puis à la fin, il ne va pas juste mettre un transcript écrit, un verbatim, il va résumer la cause. Il va dire, voici les parties en cause, voici ce qu'une partie dit, voici ce qu'une partie ne dit pas, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Puis, et ça, c'est déjà, puis moi je l'ai vu une fois, il y a 2 semaines, donc où j'avais à travailler avec un juge sur un procès, un tribunal d'école, et j'étais fasciné parce que le résumé était, moi je trouvais très bon. Il n'était pas parfait, mais pas clair que j'aurais fait mieux, disons. Je veux dire, il y avait quelque chose là d'intéressant, puis il résumait bien ce qui se passait, puis le juge était d'accord qu'on pourrait s'y fier. Et là, c'est le début parce qu'évidemment, il n'y a pas encore la fonction quelle décision pour y vous rendre, mais dans d'autres tribunaux, il y a parfois des logiciels qui vont suggérer des décisions. Alors après, c'est là que, quand je dis l'IA prend la place de, puis que ça a une incidence dans le droit, ben là, je trouve qu'on a un bel exemple. À partir de quand est-ce qu'on va se fier à l'IA? C'est quoi la conséquence de parler dans le sens de ce que l'IA nous dit de faire? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a ce courage de dire, l'IA me dit que c'est ça, mais moi, j'ai plutôt d'autres intuitions. Et donc, est-ce qu'on va finir par penser comme les algorithmes? Et donc, comme je disais, pas de différence entre l'humain et la machine, c'est, je trouve, un autre exemple. Alors, passons au droit d'auteur, qui est une espèce d'exemplification de tout ça. On est dans un tout autre secteur. D'abord, la notion d'auteur, artiste, enfin, les distinctions sont pas importantes dans ce cas-ci. L'auteur ou l'artiste émerge quelque part au 18e siècle, tel qu'on les connaît aujourd'hui. Encore là, dans l'Europe du 18e, c'est important de préciser que ça reste toujours situé, je dirais, dans le temps et dans l'espace. Et on va souvent dire que c'est la naissance de la subjectivité, c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là où on théorise un sujet autonome, libre, qui est capable d'exprimer quelque chose. Et c'est important, cette idée-là, elle est fondamentale, donc, du sujet, qui n'est pas juste le sujet pensant, mais qui est le sujet et qui va faire des œuvres. Donc, il y a un fondement philosophique, si on veut, à ça, mais c'est parce qu'on théorise ce sujet-là qu'on est capable de dire qu'un auteur, une autrice, va avoir des droits sur les œuvres qui seront créées. Et sans ce fondement-là, ben, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, il y a cette reconnaissance philosophique, si on veut, qui est essentielle. Donc, un individu qui va revendiquer une forme de spécificité. Et c'est un mouvement historique où l'auteur sort de l'anonymat. Donc, il peut dire « je suis l'auteur de ». Un peu plus tôt, quelques siècles plus tôt, et on a vu en Italie, entre autres, des peintres qui commencent à signer leur toile. C'est-à-dire, c'est moi qui ai fait cette toile-là. J'ai le droit de la signer, un peu comme une marque de commerce, au fond. C'est moi qui est l'auteur d'œuvre. Et donc, tout ça s'inscrit dans un même mouvement. Et donc, l'auteur sort de l'anonymat et l'œuvre cesse d'être un matériau que tout le monde peut utiliser, puisqu'elle appartient à la personne qui l'a créé. Donc, tout ça est important, tout ça, c'est le 18e, et c'est ce qui donne naissance aux législations sur le droit d'auteur, dont la loi canadienne, qui a été adoptée en 1921, et aux autres lois en Europe qui peuvent ressembler un peu. Et dans tous ces systèmes-là, l'auteur est un être humain, et ça, c'est important de le spécifier, parce que les débats qu'on a eus ensuite sont un peu sur ces questions-là. Donc, on va dire que c'est un droit qui est anthropocentré. Alors, quels sont les enjeux juridiques aujourd'hui sur le droit d'auteur? Je vous les résume rapidement, puis on reviendra après si vous avez des questions, parce qu'il y a plusieurs procès en cours et il y a des décisions, même si c'est encore en train de se définir. Je dirais qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a un avant, comment est-ce qu'on nourrit les algorithmes, et il y a un après, ce qui sort de l'algorithme, est-ce que c'est une œuvre ou pas? Donc, dans le mouvement avant, c'est là qu'on a des procès, parce que les auteurs, titulaires de droit, vont dire on ne pouvait pas nourrir l'algorithme avec mon œuvre ou avec nos œuvres, parce que souvent, c'est des sociétés de gestion, sans l'autorisation, ou en tout cas, il fallait au moins nous rémunérer.
Et là, il y a des procès importants. Donc, on ne connaît pas les issues dans quelques années, le temps que ça aille en appel et tout. Mais là, il y a vraiment un mouvement important de quelques décisions américaines, mais c'est encore très embryonnaire, si on veut. C'est vraiment un droit qui est en train de se construire et ça va jouer quand ça se passe aux États-Unis autour de ce qu'ils appellent la notion de fair use, donc utilisation équitable. C'est à peu près la même chose en droit canadien. Et là, l'idée que l'œuvre est transformative pourrait jouer en faveur de l'intelligence artificielle et l'idée qu'on ne s'attaque pas nécessairement au même marché aussi, ou un peu qu'on ne prive pas les auteurs de départ de leur marché pourrait aussi être déterminant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc, comment les algorithmes sont nourris. Est-ce que ça, c'est possible sans demander la permission à l'auteur? Moi, j'ai l'impression que les décisions, et là encore là, je prédis, et avec les réserves que je vous ai émises tout à l'heure, je prédis qu'on va finir par dire, je ne sais pas que je suis d'accord, mais j'ai l'impression que c'est ce que le droit va dire, surtout aux États-Unis, que c'est permis de faire ça. C'est dans la mesure où ce qui sort est autre chose, c'est un texte qui est générique, qui donne complètement autre chose parce qu'il va répondre à vos requêtes, ou une image qui répond aux requêtes que vous faites, et que ça n'a rien à voir avec les millions d'œuvres visuelles, textuelles, peu importe, qui ont alimenté la machine. C'est dans la mesure où l'œuvre est à ce point différente et que il y en a tellement qu'on ne sait plus à quoi elle ressemble, que j'ai l'impression qu'on va finir par dire que c'est ce qu'on appelle une utilisation équitable. Donc, où on a le consentement des auteurs qui n'était pas nécessaire et où la rémunération n'est pas, pas non plus dans le portrait. Donc, ça, c'est l'avant. Alors, dans la question de l'enjeu juridique, il y a beaucoup de procès. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez suivre l'actualité dans les prochaines années, assurément. Et avec, on verra quelle conclusion. Il y a des pays qui commencent déjà à le permettre, en fait, à dire que l'apprentissage machine est quelque chose qui est permis juridiquement. Donc, on va s'occuper des procès tout simplement en le permettant, mais il y a certainement une tendance à aller dans le sens des IA génératives. L'Europe résiste un peu, puis on verra en fait pour combien de temps. Et puis dans l'après, et ça c'est intéressant en fait de aussi se demander après, donc, à qui appartient une œuvre créée par l'intelligence artificielle? N'importe quel texte, n'importe quelle image, n'importe quelle musique que vous demandez à l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes auteur ou autrice de cette œuvre-là qui sort? Et ça, c'est intéressant. Et là, très peu de décisions. En fait, les seules décisions qu'on a sont les décisions qui nous disent que l'auteur doit être une personne humaine. Donc, l'IA elle-même ne peut pas être auteur de l'œuvre, ni ceux qui l'ont programmé. Donc, ce qui nous ramène à, est-ce que vous, quand vous faites une requête, c'est suffisant pour vous donner le titre d'auteur? Et c'est intéressant parce que ça pose une question qui a toujours été un peu dans le monde-dit du droit d'auteur, qui est la distinction entre la main et l'outil. Je vous disais tantôt, l'IA est plutôt un outil. En droit d'auteur, de tout temps, puis si vous, enfin, évidemment, je suis loin d'avoir tout lu, mais je n'ai jamais lu un ouvrage général sur le droit d'auteur qui faisait la distinction entre la main et l'outil. Parce que c'est tellement évident que l'entreprise qui a produit un outil, pinceau, stylo, etc., ne peut pas prétendre à avoir des droits sur la peinture qui sera faite ou sur le texte qui sera écrit avec le stylo. C'est tellement évident qu'on n'en parle même pas. Il n'y a pas de section, c'est très, très rare, même, je dirais, pas. Il y a des sections distinctes main et outil. La personne qui est auteur de l'œuvre, c'est la personne qui a la main et qui tient le pinceau, qui tient le stylo, parce que c'est sa main qui est créatrice et ce n'est pas l'outil. Donc, comme je vous dis, c'est tellement évident qu'on n'en parle jamais. Mais arrive l'IA qui, finalement, ressemble plus à une main qu'à un outil. Et c'est pour ça que les questions se posent, parce que l'IA est capable de le faire. Et donc, même si, en faisant abstraction de main outil, en fait, en faisant abstraction ou en cherchant des critères qu'on finit par sortir, puis ils sont beaucoup plus dans la doctrine que dans la jurisprudence, ces critères-là. On finira par avoir des décisions, mais les critères sont ceux de contrôle. Est-ce que dans vos requêtes, vous avez le résultat qui est fait était assez prévisible? Il y a beaucoup d'artistes qui servent de l'IA comme d'un outil parce qu'ils font beaucoup d'allers-retours avec l'IA. Je suis loin, je peux seulement pas en dire que l'IA, c'est l'IA qui est la main, mais il y a là le critère. C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez assez interrogé et que vous avez assez interagi avec l'IA pour dire que vous êtes la main et que l'IA est devenue un outil? Si vous faites juste écrire je veux un texte de 500 mots sur le droit des contrats, je ne suis pas sûr que ce texte-là, si votre requête est assez créative, si vous prenez tel quel de texte, j'ai de la misère à dire que vous êtes auteur du texte. Et c'est ça la question. Donc, en quelle mesure vous avez le contrôle sur
producteur de l'autre côté et que vous avez le contrôle donc sur le résultat. Si le résultat n'est pas prévisible, si vous n'avez pas ce contrôle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'œuvre est dans le domaine public. Elle n'appartient à personne, puisque l'auteur doit être humain. Vous, comme auteur, vous disqualifiez parce que votre requête n'était pas assez poussée, puis vous êtes servi l'IA comme une main et non un outil. Donc, l'œuvre est dans le domaine public. Et ça, c'est intéressant parce que ce que ça fait, on y reviendra tout à l'heure, ça fait que le domaine public s'agrandit, si on veut. C'est tout d'un coup, dans le domaine public, il y a beaucoup d'œuvres qui appartiennent à personne, parce que l'œuvre dans le domaine public, c'est une œuvre que n'importe qui peut utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas encore vu, mais peut-être que ça arrivera, mais je n'ai pas encore vu de revendication de producteurs d'IA qui disent que ce qui sort de leur algorithme leur appartient. En tout cas, corrigez-moi si vous avez vu quelque chose, mais parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'en serve. Et s'ils commencent à dire, ben, le texte que vous avez fait avec ChatGPT, au fond, il est à nous, ils savent très bien que c'est une grave erreur parce que, je veux dire, les gens vont arrêter de l'utiliser, puis ils vont être obligés de le gérer comme une œuvre, etc. Donc, eux n'ont aucune prétention d'auteur sur ce texte-là. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez devenir très riche en vendant des poèmes faits sur ChatGPT. ChatGPT a zéro problème avec ça, en tout cas, de ce que moi j'ai pu observer jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui précisément est intéressant, c'est qu'ils ne s'intéressent pas au résultat. Le résultat, c'est pour eux, dans le domaine public, où ça a une valeur, ben, ça sera celle que vous voudrez bien y donner en essayant de commercialiser les choses. Donc, les effets, tout ça, les effets de l'IA sur le droit d'auteur, donc je l'ai dit un peu, puis je vais aller un peu vite là-dessus, mais c'est un agrandissement du domaine public. C'est-à-dire que on fait des œuvres qui n'appartiennent à personne. Et à partir de là, donc, toute cette notion d'auteur-là va, je dirais, un peu s'effriter. Et historiquement, je veux dire, le domaine public a précédé le droit d'auteur. Avant qu'il y ait un droit d'auteur, puis je le disais un peu tout à l'heure, avant le 18e siècle ou à peu près, ben, les œuvres créées n'appartenaient à personne, si on veut. Enfin, il y a eu quelques exceptions en Europe, mais en gros, on peut dire ça, on peut dire que c'est le droit d'auteur qui fait en sorte qu'on met une propriété sur ce qui est créé. Parce qu'avant, c'est dans le domaine public. Et l'espèce de dialectique entre domaine public et notion d'auteur, c'est de faire en sorte que c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, plus on donne au domaine public, plus on enlève à l'auteur. Et plus on donne à l'auteur, plus on enlève au domaine public. Donc, plus on étend le champ de protection de l'auteur, moins le domaine public va en avoir. Et tout le mouvement, à mon avis actuel, c'est d'étendre le domaine public. Et il y a plein de bienfaits à ça. Là, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais l'effet, je dirais, négatif, c'est que les auteurs, tranquillement, sont privés de droit. Et donc, on se retrouve avec des œuvres sans auteur, où on va créer sans même savoir quelles sont nos sources. Puis c'est ce que font la majorité des IA génératives, qui ne nous disent pas avec quoi, comment ils se sont inspirés. Donc, on a créé de la musique, des images, etc., sans vraiment savoir qu'est-ce qui était derrière. Donc, il y a, je dirais, une forme d'anonymisation de l'auteur derrière ça, si on veut. C'est assez paradoxal parce que ça fait en sorte que de plus en plus de gens peuvent créer, mais que la notion d'auteur, en même temps, telle qu'on la connaissait, disparaît. Moi, je suis en train on peut le constater après, si on trouve que c'est une bonne chose ou pas, puis qu'est-ce que ça veut dire, c'est un autre débat, si on veut. Mais donc, sur l'auteur, cette idée d'anonymisation, elle devient importante. Et sur l'œuvre, ben, ça veut dire que ce qui est créé, il n'y a plus de droit sur beaucoup d'œuvres qui vont être en circulation. Et donc, peut-être si les procès finissent par dire qu'on pouvait nourrir les algorithmes sans donner autorisation, donc on va encore plus loin dans cette idée qu'on peut nourrir la machine et, au fond, ce ne sont plus des œuvres qui sont devant nous, mais ce sont des informations, ce sont des matériaux. Et tout ça nous amène à, je dirais, cette idée qui conclura cette partie que, cette hypothèse, on va dire, qu'il y a quelque chose qui ressemble avec cette technologie très avancée qui est l'IA à un retour au Moyen-Âge. C'est-à-dire que les auteurs sont anonymes et les œuvres n'appartiennent plus à personne. Et ça, c'est un paradoxe intéressant, je trouve, parce qu'on est dans la technologie la plus avancée, et juridiquement, on vient de reculer d'avant même les législations sur le droit d'auteur. Et donc, on rend le droit d'auteur un peu obsolète pour cette raison-là. Je poursuis en vous montrant une image qui est de Net Rembrandt, ou on appelle le New Rembrandt aussi, 2016, donc, ça fait bientôt 10 ans. Cette image est importante
Et je pense qu'elle va demeurer parce que elle a initié en fait les réflexions qu'on a aujourd'hui sur qui est auteur et qu'est-ce qu'une œuvre et la question de domaine public. Donc, cette œuvre-là a été créée par un groupe qui a nourri un logiciel uniquement de Rembrandt. Rembrandt était dans le domaine public, ce qui a assurément fait en sorte que c'est lui qui a été choisi parce que tout d'un coup, il n'y avait pas d'autorisation peut-être à demander, puis avec éventuellement des débats autour de ça. Donc, on nourrit le logiciel de tous les Rembrandts qui existent en montrant les spécifications, puis en faisant comprendre, en éduquant le logiciel. Et on lui dit, maintenant, crée-nous un nouveau Rembrandt. Puis on veut un personnage caucasien avec un chapeau qui regarde un peu vers la droite, mais on lui donne certaines instructions, pas trop, mais juste assez. Et cette image-là sort, puis on l'imprime avec une certaine texture et on met un cadre qui peut ressembler au cadre de l'époque de Rembrandt. Et voilà, on a un nouveau Rembrandt créé quelques centaines d'années après la mort de l'auteur. Et c'est intéressant parce qu'on peut se demander s'il y a des droits sur cette nouvelle création-là. Pour moi, ce n'est pas clair que oui, parce que en tout cas, une des thèses, ce serait de dire que c'est le logiciel en fait, qui a créé l'œuvre. Et comme on n'a pas eu assez de contrôle sur ceux qui ont donné des commandes n'avaient pas assez de contrôle sur le résultat, sauf à dire qu'ils ont vraiment contrôlé et qu'ils ont dit c'est exactement ce qu'on veut. Mais s'ils n'ont pas vraiment eu de contrôle, si c'est un peu une surprise qui sort, puis quand on disait à l'époque ce qu'on se disait, il avait l'air surpris de ce qui est sorti. Je trouvais que là, il se piégeait en disant au fond, il ne savait pas ce qui allait apparaître. Donc, à partir de ce moment-là, on a une œuvre qui n'appartient à personne. Évidemment, si Rembrandt est encore protégé par les droits d'auteur, il y aurait probablement un recours en contrefaçon en disant vous avez fait un Rembrandt, c'est beaucoup trop proche, même si les droits d'auteur ne protègent pas le style. Là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup trop à un Rembrandt. On est peut-être dans la contrefaçon, mais ce que ça fait, puis je vais accélérer un peu pour vous donner le temps de réagir, mais on peut se demander si sur le plan, si on sort du droit d'auteur, puis on essaie d'aller sur le plan plus général de la culture, est-ce que l'IA nous fait progresser ou régresser en termes culturels? Parce que l'IA travaille avec des données qui sont existantes. Elle ne propose pas de solutions nouvelles. Et est-ce que, c'est la question qu'on peut se poser, elle ne tient pas en termes de statu quo finalement? C'est quelque chose ça ressemble à un Rembrandt. En fait, on n'a pas fait un Rembrandt complètement éclaté qui n'est pas comme celui de Rembrandt. On a vraiment fait un Rembrandt. Et donc, est-ce que cette technologie qui est tournée, enfin, qui est une technologie de pointe, évidemment, n'est pas tournée dans le passé puisqu'elle ne fait que s'abreuver de ce qui existe déjà. Puis ça, c'est un débat qui peut être assez, je dirais, assez intéressant sur le fait que l'IA ne fait que ressasser ce qui existe. Avec tous les dangers qui sont identifiés parfois de l'IA, qui s'abreuvent de l'IA et qui donc, tout d'un coup, finit par manger sa propre nourriture. Et il y a là quelque chose aussi qui est intéressant. Mais ChatGPT va donner la réponse la plus probable, mais rarement la plus audacieuse, la plus originale. Je veux dire, il y a quand même là-dedans une espèce de, je dirais, de conformisme au sens large, ce qui peut être très intéressant dans certains secteurs, mais dans le secteur culturel, on s'attend à ce que les œuvres nous amènent plus loin. On s'attend à ce que les œuvres innovent, on s'attend à ce que les œuvres nous étonnent. Si on nous montre la même chose, c'est la même musique, on fait OK, c'est bien, mais je veux dire, normalement, c'est pas ça la culture. Puis je veux dire, si vous écoutez la musique, puis vous regardez ce qui s'est fait en musique depuis 50 ans, vous voyez bien qu'il y a eu plein de changements. Est-ce que l'IA est capable de s'inscrire là-dedans? Et si c'est juste l'IA que la musique, est-ce qu'elle va nous aider à faire complètement autre chose dans 10 ans, comme ce qu'on écoute aujourd'hui est assez différent de ce qu'il y avait il y a 10 ans? La question se pose, c'est pour ça que celle du statu quo je trouve intéressante. Est-ce que l'IA peut avoir une pensée artistique? Au fond, c'est un peu ça, l'idée. Est-ce qu'elle peut créer une œuvre qui va révolutionner le genre? Enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, il y a des incidences sur la diversité culturelle. Si les œuvres qui circulent sont essentiellement des œuvres créées par l'IA, ou en fait de plus en plus, ben, ce n'est pas la culture. Ce n'est pas la culture québécoise, ce n'est pas la culture de n'importe le pays ou le groupe culturel, mais c'est quoi la diversité si à la fin, ce qu'on écoute, c'est un mélange de ce qu'une IA a ramassé un peu partout dans le monde? C'est quoi l'identité à travers ça? Je trouve que la question devient assez importante à l'heure où certains essayent de revendiquer justement des identités et une certaine diversité culturelle. Est-ce qu'en fait l'IA est en train de
de détruire la diversité si ce ne sont que les mêmes algorithmes qui mangent à peu près les mêmes choses, etc. Donc, il y a cette idée qui donc nous amène à l'idée de, je dirais, d'acculturation. Et acculturation aussi parce que ce qui est important avec l'IA, c'est que de tout temps, puis encore là, c'est plus un non-dit, mais quand on écoute une œuvre, quand on regarde une peinture, quand on lit un texte, on est face à un auteur ou une autrice, on est face à un humain qui nous a écrit quelque chose. Il y a un je ou un nous qui nous est confronté, qui fait en sorte qu'on comprend quelqu'un. Si cette personne-là n'existe pas, si ce qu'on lit, c'est une machine qui l'a fait, il y a quelque chose dans la rencontre avec entre le public et l'œuvre qui vient de se casser, si on veut. En tout cas, qui n'est pas dans ce qu'on a connu. C'est pour ça que quand je dis c'est une technologie en rupture, je trouve que ça, en termes d'acculturation, c'est important. D'autres effets qui peuvent être soulignés de plus en plus. On voit que l'IA écrit à notre place. En tout cas, on est invité à laisser l'IA écrire, ce qui va d'ailleurs poser des problèmes énormes, et c'est déjà le cas en fait dans les facultés de droit et ailleurs. Si l'IA fait aussi bien que vous, ou à peu près, ou est capable de rendre un résumé de jurisprudence qui donne, disons, à moins, ça vous donne quoi de le faire? Puis la question est importante parce que là, depuis, je dirais 2 ans, enfin depuis novembre 2022, là, quand le premier ChatGPT est arrivé, on a des pubs, des fois, en tout cas, moi j'en reçois, qui dit arrêtez de rédiger vos courriels. Dites-nous vous êtes qui, puis on va vous les rédiger à votre place. Puis dites-nous en gros c'est quoi. Puis moi, je vais donc, si je dis oui à ça, j'ai pris un courriel à Aurore qui, elle, a le même logiciel, me répond sans me répondre, et on finit par échanger sans jamais pouvoir vraiment échanger. Ce qui est quand même assez fascinant. Mais aussi, je ne suis pas en train d'écrire si je fais ça. Si je ne fais pas plus de résumé de jurisprudence, si en revanche, je ne fais plus de recherche et je n'écris plus en faisant toutes les erreurs que je fais quand je fais mon premier texte, etc., ben, je n'ai plus besoin de savoir écrire, je n'écris plus, mais c'est quand même réfléchir. Donc, on vient de déléguer, je dirais, une partie importante de l'activité intellectuelle à des algorithmes. Ça, je trouve que ce n'est pas innocent, ça. Quand je dis technologie en rupture, effet sur la culture, je trouve qu'il y a là des choses importantes. En fait, conclusion, je vais leur passer, je vais plutôt vous laisser conclure en posant des questions, mais tout que j'allais utiliser en conclusion, juste pour le dire rapidement, c'est des auteurs d'école de Francfort, auteurs ou théories critiques des années du milieu du 20e siècle à peu près, et ensuite, qui ont vraiment une pensée où ils disaient, au fond, les technologies sont à la fois libératrices et capables de domination. Il y a les deux dans ces technologies-là. Il faut faire très attention que la technologie ne finit pas par nous dominer, alors qu'on est séduit par la technologie qui a un potentiel libérateur énorme, mais il y a aussi un piège dans les technologies. Fait que je m'arrête là parce que je vois que j'ai parlé un peu plus que prévu. Puis on va discuter des affaires dessus, vous pouvez en fait, mais des solutions, puis comment le niveau culturel essaie de se débrouiller dans tout ça. Là. Alors, voilà, je vous écoute. C'est la période de questions. Hein? C'est la période de questions, oui. Et c'est vous qui commencez. En matière des tribunaux, est-ce qu'on pourrait dire que l'IA pourrait être un outil merveilleux au moment de la rédaction des jugements, pourrait consulter l'ensemble de la jurisprudence au niveau du premier palier. Les jugements pourraient être beaucoup plus justes et la conséquence, ça serait d'éviter d'aller en appel de premier jugement, mais ça n'empêchera jamais la responsabilité de l'auteur, du juge, à rédiger son jugement. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que ce qu'une IA en appel pourrait aller contre une IA en première instance. Si elle nourrit autrement, si, je ne sais pas, je pose la question. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cette tendance-là qui existe. En même temps, l'IA, ça veut dire apprécier la preuve, ça veut dire résulter des témoins. Et donc, comment on fait pour. Comment elle fait l'IA pour dire tel témoin, là, c'est crédible, je crois plus celui-ci ou celle-là. Il y a déjà là des choses, je trouve, importantes. Ce qui est sûr, c'est que l'IA est capable l'IA a lu de la jurisprudence. Ce que personne ici ne va jamais avoir fait. Elle a une capacité de connaissance qu'on n'a pas. Mais après, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on la laisse décider? C'est là, moi, où je mets un frein, c'est on ne peut pas laisser l'IA décider. Mais, et ce que je dis tantôt, c'est que si elle nous suggère une décision, ça va être difficile éventuellement d'aller contre la décision de l'IA. Je pense psychologiquement, parce qu'on va se dire, ben,
l'IA qui a lu toute la jurisprudence sur la question à travers le monde, dans toutes les langues, me dit ceci, et qui a vu les témoins et qui a apprécié la preuve de telle façon. Je suis qui, moi, pour aller contre ça? Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que ça va être difficile. Mais le plus important, c'est l'appréciation de la preuve Oui. que seul le juge de première instance peut faire. Alors peut-être que l'IA, c'est plus en deuxième et troisième instance. Si la recherche a été bien faite. Je trouve que la question est importante, puis votre question est pertinente pour au moins les 20 prochaines années. On va voir, mais c'est sûr que la question se pose et c'est sûr que les tribunaux sont confrontés à ça. Alors, ils réagissent comment? Puis comment est-ce qu'un juge, comme tu disais, moi j'étais avec un juge qui montrait comment, juste sur son iPad, l'enregistrement de la séance, il y avait mis d'une façon, moi je dirais assez impeccable, les arguments des parties. Donc, il avait reconnu qu'il y avait tel argument de telle partie, probablement avait distingué des voix, ou je ne sais pas trop, la façon que les gens se présentaient. C'est assez fascinant. Puis j'ai utilisé un logiciel d'un éditeur juridique pour voir ce que ça donnait. Puis j'ai demandé de me résumer une décision de la Cour suprême en droit d'auteur. Puis je trouvais que c'était pas impeccable, c'était pas super bien écrit, disons. Mais comme je dis, c'est en moins, disons, ou un B+, c'est quand même très bien fait. Je ne te trompe pas, j'ai demandé, pouvez-vous m'expliquer telle notion en droit d'auteur? J'avais demandé la notion d'originalité. Réponse classique, puis en même temps, c'est ce qu'on peut lui reprocher. C'est classique, c'est comme la réponse évidente. Donc, on ne va pas innover, on ne va pas changer le droit. Puis c'est là que je trouve qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu stagnant là-dedans, mais excellente réponse. C'est très confrontant. Puis je sais que tous les cabinets d'avocats ont énorme maintenant avec ça, parce que l'IA travaille mieux que bien des gens qui sont employés. Quand on demande de résumer de la jurisprudence, c'est un vrai problème pour la profession. Et à la fois la profession donc, de plaider et à la fois la profession de juger. Mais ça n'empêchera jamais la responsabilité. C'est comme en matière criminelle. L'intention, c'est pas la machine qui va décider. Elle va te faire des suggestions. Oui, c'est ça. Mais comme je disais tantôt, est-ce qu'on va dans le sens de ce qu'elle suggère? Puis il y a ça en médecine. Oui. L'IA est capable de voir des choses que l'œil humain ne voit pas. Elle fait des diagnostics, elle dit OK, il y a un cancer ici, puis il n'y a personne qui arrive à le voir, et l'IA a raison. C'est ça, c'est pour ça que mon point, c'est qu'il y a certains secteurs où on ne devrait pas, l'IA ne devrait pas jouer parce que c'est un secteur proprement humain. La médecine, je pense que ça peut aller, c'est-à-dire on peut faire des diagnostics. Oui. De la conduite automobile, je pense que c'est intéressant, l'IA. On se perd moins peut-être qu'éventuellement avec les voitures automatiques, c'est ça. Je veux dire, peut-être qu'il y aura moins d'essais de vitesse, qu'il y aura moins d'essais. Je veux dire, en fait, c'est possible. Il y a peut-être des secteurs de la vie en société qui sont intéressants, mais il y en a d'autres. Juger, apprécier une œuvre, je veux dire, tout ça, à un moment donné, puis décider, parce qu'à la fin, la question, c'est, je sais que ça a l'air un peu exagéré, mais la question, c'est, l'humain, il fait quoi là-dedans? Je veux dire, si on n'a plus besoin d'écrire, si on n'a plus besoin de penser, si on fait juste s'asseoir dans une auto puis qu'on est amené quelque part, etc., c'est toutes nos pans de la vie, on ne décide plus rien. Je veux dire, à part être à jour sur Netflix, on ne fait quoi de nos journées? C'est ça, je trouve, la question à se poser. Oui, une question derrière. Moi, je ne suis pas dans le domaine juridique du tout, mais je suis toujours étonnée de voir comment on peut dire on ne veut pas donner la décision à l'IA et qu'on se défend de ça, en fait. Et quand on fait le parallèle avec des jurés, il me semble, dans un tribunal, le juré, quand il va donner son avis, coupable, non coupable, on ne va pas aller creuser sa boîte noire intérieure. Pourquoi tu as dit coupable? Pourquoi? Non, il a dit coupable, non coupable. Il va décider de la culpabilité par rapport à la personne peut être boucher, électricien, académicien, bref, il a toute son histoire et il va donner un jugement qui va induire l'accusation ou pas de la personne qui est pointée. Et donc, pourquoi, avec et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, avec un outil qui aura lu toute la jurisprudence, qui aura donc une certaine forme, j'espère, de neutralité, pourquoi est-ce que là, on lui dit « Ah non, 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 lui, on ne lui donne pas le pouvoir de décider ». Vous voyez, pourquoi est-ce que dans, par exemple, les jurés, on ne pourrait pas dire « un tiers sera des IA ». C'est-à-dire, oui,
je pense qu'il y a plusieurs modèles à trouver. Je dirais, le jury, ce qui est intéressant des 12 personnes, par exemple, c'est précisément qu'ils viennent de sphères de la société différentes et ensemble, ils représentent la société. C'est une forme de fiction, mais et dans leur délibération, le jugement va sortir. C'est d'ailleurs pour ça que dans les tribunaux d'appel, les cours d'appel suprême au Canada, on a plus qu'un juge, puis on se dit, ce sera la majorité, ou en tout cas à force de délibération, ils vont se convaincre et dans leur décision, ils vont la motiver. Le problème de l'IA, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi ces préjugés d'une certaine façon. Alors que si on met 12 personnes, on voit d'où ils viennent, puis on se dit, oui, ils ont des préjugés à gauche, à droite, mais à la fin, ils vont être capables de raisonner. L'IA, vous avez dit, il y a une certaine neutralité. Ce n'est pas parce qu'elle a tout vu qu'elle est neutre. Il reste qu'elle prend une décision. Et ça pourrait être ceci ou ça pourrait être cela. Et ce n'est pas parce qu'on a tout lu que c'est nécessairement ceci ou cela. C'est l'aspect jugement qui fait intervenir d'autres facteurs. Ça, ce n'est pas clair que l'IA peut l'avoir. Et c'est là qu'il y a un glissement. Si on se dit, comme elle a tout lu, elle va le savoir, mais le droit, ce n'est pas des mathématiques. Le droit, c'est essentiellement, vous le savez, c'est du gris. Ça fait que là, c'est la beauté du droit. Je veux dire, c'est du gris. Sinon, ce serait une règle de grammaire. Le droit, c'est pas il manque un S, puis tout le monde ici va être d'accord qu'il manquait un S à tel mot. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un S là. Moi, j'aurais plutôt mis telle autre lettre. Et à la fin, on va décider s'il y avait un S ou pas. C'est ça le droit. Alors, dire à l'intelligence artificielle, non pas tu le corriges comme une phrase, mais tu nous décides, alors que ce n'était pas clair comment le mot s'écrivait, on allait nous-mêmes s'entendre collectivement ce que c'était, que c'est l'IA qui fait. C'est là que je trouve qu'il y a un glissement. Je ne sais pas si je ne cherche pas à vous convaincre, mais je ne sais pas si vous comprenez. Juste une petite précision suite à l'exemple de madame. Est-ce que les jurés sont en mesure de déterminer le non-verbal des témoins? La réponse est non. C'est-à-dire que c'est sûr que. Ça pourrait être une limite. Oui, mais je ne pense pas que le système des jurys est le meilleur au monde, mais je pense qu'il fait quand même, il fait bien son travail pour certaines choses. Après, je veux dire, même la Cour suprême, je trouve que ce n'est pas le meilleur modèle. Moi, je trouve qu'il y a des problèmes avec la Constitution même de la Cour suprême. Mais je veux dire, ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, enfin, on ne pas là. Mais je veux dire, même ça, c'est pas clair. Mais c'est parce qu'après, ce que fait le système juridique, c'est de dire, c'est peut-être pas parfait, mais c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et si on passe par ce processus-là, ce qui sort à la fin, c'est la bonne décision. Même s'il y a peut-être des faits, il y a peut-être des biais, il y a peut-être ceci, mais le droit, en fait, ce que ça dit, c'est suivre la procédure, puis à la fin, ça sera la décision, juste entre guillemets, en fait, ça sera notre décision. On est obligé de la respecter. Et c'est ce que dit essentiellement le droit. Vous avez une question aussi, Laurent? Oui, j'ai été comme absorbée, je même oublié, excusez-moi. Tout d'abord, merci beaucoup parce que c'est vraiment, ça ouvre plusieurs perspectives puis ça peut ouvrir plein de débats. J'avais une remarque parce que je me dis souvent quand on parle de l'IA, on essaie de comprendre le fonctionnement ou les perceptions tout d'abord parce que la technologie, on sait que le numérique, c'est un choc pour l'humain qui donc revoit toutes les catégories qu'il a appris. Dans le tout début, vous avez dit, en fait, vous avez parlé d'un futurologue. Il y a une citation d'une autre futurologue pour essayer de un peu donner le sens de ce qu'il disait. C'est que, comme illettré du 21e siècle, c'est celui-là qui ne sait pas apprendre, désapprendre pour réapprendre. Donc, là, la question, est-ce que notre problème un peu dans ces débats autour de l'IA, c'est qu'on essaie de se comparer à une technologie qu'on ne comprend pas nécessairement, puis on essaie d'appliquer les catégories dont nous avons appris depuis les siècles, tandis qu'il faut vraiment essayer de voir autrement. On ne sait pas comment, mais même comme en droit d'auteur, sortir de l'objet, de quelque chose, d'aller vers les catégories plus abstraites, vers la conceptualisation. Je ne sais pas ce qu'on a vu en art, entre autres, parce qu'on revient dans l'époque classique.
Mais en art contemporain, il y a plusieurs catégories qui étaient déjà perturbées pas mal à travers l'art conceptuel, dialogisme. Donc, c'est déjà le droit d'auteur et la citation, tout perturbé la vision. Donc, c'est un peu large comme Non, mais question de marque. c'est-à-dire que, moi, je pense que le droit d'auteur est pensé pour l'art qui existe au 19e siècle. Certaines formes de peinture. Tout ça. Quand Marcel Duchamp arrive en 1917 et il prend une urinoir, le tourne à l'envers, il dit ça, c'est mon œuvre, vient, et donc, pour d'un art conceptuel, vient d'un peu détruire ce qui existe encore en termes de qu'est-ce qu'une œuvre. Il vient d'ouvrir une porte qu'il y avait des châteaux auxquels il n'avait pas pensé. C'est clair. C'est vrai que les technologies, à chaque fois, c'est un peu ce que je disais, parce que les technologies ont fait jusqu'à l'intelligence artificielle, c'est jouer sur les façons de reproduire et de communiquer une œuvre. Et ça, à chaque fois, comme disait, on s'est adapté. Les auteurs ont perdu les droits, mais on a toujours essayé de s'adapter. Mais là, ce n'est pas une technologie de reproduction, de communication, il y a cette technologie de création d'œuvres. Alors, oui, ça nous ramène à, je ne sais pas quoi, mais ça rend certainement le droit d'auteur peut-être un peu obsolète. Et après, la question qui va se poser, c'est oui, mais si socialement, au fond, le droit d'auteur, sa vraie mission, ou encore une de ses missions premières, c'était de permettre à des gens qui veulent créer le vivre de leur création. C'est au fond, et on a trouvé l'instrument en figeant dans le droit de la propriété, puis etc., en disant, ça va être le droit d'auteur. Peut-être que là, il faut dire, OK, ça ne marche plus. Alors, on va trouver autre chose, puis on va continuer de protéger cette même catégorie de personnes qu'on a voulu protéger, qu'on trouve importante à protéger, mais avec une autre façon. Et c'est là que toutes les réponses sont bonnes, mais on dirait qu'on est arrivé à ça. J'ai vu quelques mains, oui, vous, puis vous ensuite. Oui. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. Et pour rester dans le droit d'auteur, le long de la présentation, vous avez qualifié les choses qui sont créées par l'intelligence artificielle d'œuvres. Est-ce que c'était un choix de votre part ou un certain abus de langage, surtout que pour être qualifié d'œuvre, il faut que la chose elle soit originale et l'apport de l'originalité, c'est un peu la personnalité de l'auteur qui crée cette œuvre-là. Donc, le terme œuvre que vous avez utilisé le long de la présentation, est-ce que c'est votre choix ou juste un abus de langage? Et juste un petit commentaire par rapport à ce qui s'est passé au sommet de Paris entre les Américains, les Britanniques et les Européens, les Français. Je pense que c'est la continuité du débat de la tradition civiliste du droit d'auteur personnaliste versus la tradition du common law qui essaie vraiment de protéger l'œuvre au détriment de l'auteur. Donc, ça ne va jamais presque se résoudre. Et donc, même je pense, les réglementations juridiques qui viendront dans les années prochaines, ça va être dans ces deux directions-là. On ne va pas avoir une réglementation commune, mais ça va s'emprunter surtout avec ces deux courants-là. Oui, donc vous avez tout à fait raison. Ça s'inscrit dans un débat qui existe déjà. C'est ce que vous dites, je ne veux pas paraphraser ce que vous dites, mais il y a en droit d'auteur un débat entre une tradition plus continentale et une tradition, je dirais, comme là, plus anglo-saxonne, et curieusement, c'est ces deux positions-là encore qui s'expriment. Donc, oui, il y avait déjà des oppositions, puis c'est un peu prévisible qui allait dire quoi, si on veut. Avant de se mettre la rue, vous auriez pu deviner qui va dire quoi, c'est assez évident. J'aime bien votre remarque sur est-ce que c'est une œuvre. J'ai qualifié ça d'œuvre parce que, pour ne pas vouloir trop mouiller, mais c'est vrai que, parce que si j'avais dit une chose, mais c'est vrai qu'en même temps, je me mouillais en disant que c'est une chose, mais pour moi, on peut se poser la question est-ce que c'est une œuvre, surtout qu'on ne sait pas si c'est une œuvre. C'est-à-dire, pour un public, c'est un niveau. Mais si moi je dis que ce n'est pas une œuvre, je viens de décider quelque chose en la nommant. C'est pour ça que je trouve intéressant d'appeler ces choses-là une œuvre, même si à la fin, on pourrait dire que c'est une œuvre sans auteur. Donc, de garder le statut d'œuvre, mais votre question est quand même intéressante parce que j'ai réfléchi, mais pas beaucoup, disons. Mais peut-être pas assez de le dire. Mais pour moi, ça reste une œuvre, mais une œuvre sans auteur. C'est donc une œuvre qui est dans le domaine public. Mais je trouve ça, si je dis que ce n'est pas une œuvre, je dis que c'est quoi, et je passe mon temps, quand je parle d'art, à être obligé de toujours sortir cette grille-là. Ça, je pense que c'est pas une œuvre, surtout que je ne le sais pas à l'avance. Je veux dire, si c'est un dessin, est-ce qu'il vient vraiment de vous ou vous l'avez fait faire par l'IA? J'ai de la misère à dire, alors, par commodité peut-être,
j'appelle tout ça des œuvres, puis après ça, on pourra voir si ce sont des œuvres sans auteur et donc dans le domaine public. Mais je dirais effectivement que je serais prêt à dire que ce serait une œuvre, donc les deux mots œuvre dans le domaine public. Vous avez une question, oui? Oui, derrière, oui. Oui. Merci pour votre présentation. Alors, ma question, c'est le lien entre les racines philosophiques, donc la volonté de dominer la nature et les conséquences, par exemple. Donc, l'une des conséquences que vous présentiez, notamment au droit d'auteur, c'est que ça pourrait nous faire retourner dans une situation qui était celle qui était présente avant, en fait, qu'on mette des règles. Que vous pensez que si on continue cette course effrénée vers le progrès, on pourrait un peu se retrouver dans cette situation au Moyen-Âge où, finalement, ceux qui avaient le pouvoir étaient ceux qui pouvaient diriger. Donc, ceux qui avaient la force étaient ceux qui pouvaient diriger. Et finalement, est-ce qu'on ne devrait pas éventuellement changer de logiciel philosophique, en fait, pour penser comment on encadre et comment on approche l'innovation? Oui, moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut réfléchir. Parce que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui font les algorithmes. Il y a là un pouvoir. Je veux dire, les grands, il y a cette idée que c'est eux qui ont le pouvoir de légiférer aussi. Ça fait, alors, c'est pas tout le pouvoir. Mais on voit bien en matière de droit d'auteur comment le législateur est totalement déclassé. C'est plus lui qui décide. Et c'est vrai dans d'autres secteurs. Alors, ça nous oblige à voir comment se fait la régulation. C'est pour ça que certains vont dire que, puis je ne suis pas tout d'accord, mais dans les hypothèses de qu'est-ce qu'on fait, c'est de soit étatiser les entreprises d'IA, ou en tout cas de les rendre beaucoup plus transparentes pour savoir comment ils ont fait. De dire, ouvrez-nous un peu votre cerveau pour qu'on voit comment vous réfléchissez. Nous, on va peut-être ajouter des choses là-dedans pour qu'on soit plus d'accord avec vos décisions. Je ne suis pas sûr que ça règle tout, mais en tout cas, certainement, cette idée qu'il y a une perte de contrôle dans la façon de légiférer, ou en tout cas de décider, et que l'IA décide de son côté. Moi, je veux dire, enfin, ce que je peux lire là-dessus, je n'ai pas encore trouvé de solutions qui sont éclairantes. Vous avez peut-être des intuitions sur la chose, là, je ne sais pas. Mais c'est un vrai débat. Puis en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est un vrai débat qui est fondamental, qui est réel, qui est actuel, et on ne sait pas quoi faire. Mais c'est vrai que, je devrais dire, je suis plus de la frange dystopique, là, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus utopiques, qui trouvent que tout ça est quand même extraordinaire. Et probablement qu'il faudrait que je m'informe plus sur les bienfaits d'eux et on me rend compte qu'il y a peut-être des côtés qui sont effectivement positifs. Et quand je regarde ce que fait l'IA, peut-être que je suis trop 20e siècle, au fond, et que je reste attaché à les institutions du 20e et que je ne suis juste pas capable de m'adapter au changement. Mais n'empêche, je trouve, je ne sais pas rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, je trouve, une place, puis je le disais tantôt, indélogeable, qui est en train de prendre l'IA, et on mesure mal, je trouve, la gravité des conséquences. En cas des facultés de droit, il y a clairement une réflexion majeure à faire dans les prochaines années, comme dans toute la profession juridique, et comme je le disais tantôt, à la fois en cabinet et les tribunaux. Bon. Peut-être l'histoire va mal finir. Dernière question? Moi, j'avais une question sur les intelligences artificielles purement génératives, comme on en trouve vraiment beaucoup aujourd'hui. Ça reste des produits et des œuvres humaines au sens où elles sont codées, puis qu'elles sont programmées, puis que ça reste des études scientifiques qui ont amené à. Et il y a une intelligence artificielle, en particulier sur la musique, qui s'appelle Suno, qui est un outil qui permet de créer ses propres musiques, qui est disponible sur Internet gratuitement. Puis l'année dernière, il y a eu pas mal de problèmes aux États-Unis avec cette entreprise pour toutes les raisons qui ont été citées durant la conférence. Et le directeur général de l'entreprise qui gère l'intelligence artificielle a eu des propos qui, pour plein d'artistes, puis pour tout le milieu artistique, sont carrément choquants, qui sont comme les gens aujourd'hui n'ont plus envie de faire de la musique, et l'intelligence artificielle sera le seul mode, etc. Et donc, quid aussi de la malveillance humaine, puis de l'utilisation même derrière l'intelligence artificielle dans la création, en fait. Oui. Et donc, c'est ça. Parce qu'après, c'est qui? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Puis ça vient d'où? Ce que je trouve qui. Je comprends très bien, puis je suis d'accord. C'est peut-être qu'on aura, puis je ne sais pas tout à fait le sens peut-être de votre intervention, mais
on aura peut-être éventuellement des labels, comme on a, en fait, des étiquettes, comme on a produits équitables, produits biologiques, peut-être qu'on aura musique humaine. C'est pour dire 100% humain, mais encore que on ne sait pas. Ce qui est le plus terrifiant avec l'IA, c'est que vous pouvez faire de la musique et me dire voici la musique que j'ai faite, et comment est-ce qu'on peut savoir comment vous l'avez fait? Ça repose que sur ce que vous nous dites, mais peut-être que chez vous, vous avez essentiellement fait une IA, vous avez travaillé avec une IA, ou alors vous avez fait de zéro jusqu'à la fin complètement avec vos mains. Et c'est ce que je trouve un peu insidieux, c'est qu'on est obligé de se fier à chaque fois à la parole de l'auteur, puis je veux bien, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il n'y a pas d'IA qui est là. C'est comme le plagiat, je veux dire, quelqu'un ne va pas dire voici la musique, je l'ai plagié. C'est après, dans le procès, qu'on va se rendre compte que c'est une forme de plagiat. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'IA, mais je sais que votre intervention n'est pas dans ce sens-là, mais moi, je trouve que la conséquence est beaucoup plus culturelle. Alors, et ce patron-là, quand il dit il est où le problème, moi, je vois un problème. Mais je comprends que lui, il ne voit pas de problème, puis je veux dire, peut-être qu'il n'y en a pas, mais si toute la musique qu'on se met à écouter n'est faite que par l'IA, moi, j'ai l'impression que culturellement, on vient de perdre quelque chose d'assez important. On vient de perdre des distinctions, on vient de perdre des singularités, parce que la musique, c'est comment tel artiste, ce qu'il a envie de nous dire aujourd'hui, pas ce qu'un agrégateur de musique nous demande d'écouter, nous propose d'écouter. Il y a une subjectivité, c'est pour ça que je disais qu'il y a ce qui se perd là, c'est cette rencontre avec des singularités, c'est des jeux, mais c'est des nous. C'est pour ça que c'est quelque chose en termes identitaires. Mais je sais qu'il y a un énorme vent de face qui fait en sorte que c'est ce qui s'en vient. Puis on peut penser que beaucoup de musique qu'on écoute qui est soi-disant faite par une telle et telle personne est en fait essentiellement faite par IA, puis la personne ne dit pas, puis elle ne peut pas vérifier. Je ne sais pas si ça va dans le sens de votre. C'est ça, j'ai. Ok, c'est cool. Oui, la vérité.